C'est passé 2-3 trucs cette semaine, une fois de plus. Côté technologie, on va vous parler de bagnole par exemple, mais pas uniquement. On va vous parler fusée également, mais pas uniquement. On va vous parler de plein d'autres trucs. C'est le 75e épisode des Technos. Et pour parler de tout ça et de bien d'autres choses, on a avec nous de ce côté-ci Marc. Salut Marc. Salut. Et puis de ce côté-ci, on a Xavier qui nous a rejoint en studio. Il y a plein de choses dans l'actualité. Il y avait plein de choses également dans le courrier des auditeurs. On a notre ami Breton qui nous a envoyé un email un petit peu avant l'enregistrement. On tenait à le saluer. On est très content d'encore faire partie des podcasts qu'il suit puisqu'il y en avait trop. On produit trop apparemment. Et donc il n'avait plus le temps de beaucoup en écouter. Donc il en avait viré certains. Pas nous, heureusement, et en plus maintenant il s'est mis au jardinage, donc en plus du jogging de la voiture, de faire ses courses, etc., qui sont chaque fois des bonnes occasions d'écouter de bons podcasts, et bien en plus maintenant il jardine, et en Bretagne, jardiner, ça s'appelle faire de la pisciculture. Oui, c'est de la pisciculture en fait. Il faut du courage. Et ben moi je voulais juste te dire, comme on a un auditeur breton qui jardine, s'il a des trucs avec des bidules connectés, des bidules de geek pour jardiner, qui nous le disent, on fera des tests. Oui. Je pense que c'est lui qui est le mieux placé pour tester ce genre de choses, en l'occurrence. Ben voilà. C'est du matériel waterproof. En tout cas, super, merci. Il n'est pas seul, évidemment, à nous écrire, mais lui, il nous avait fait un mail un petit peu plus long que les autres, c'est pour ça qu'on le cite en début de numéro. D'autres nous ont remercié également pour les différents hors-séries qu'on vous propose régulièrement, dont le dernier qui parlait de... La Fritzbox. La Fritzbox, oui. J'en profite aussi pour rebondir en disant, effectivement, donc on nous a posé la question de savoir, la Fritz, c'est magnifique, c'est beau, ça fait le café, ça va apporter la paix dans le monde. Mais est-ce qu'il y a des versions câbles ? Oui, il y a des versions câbles qui existent. Si vous allez sur le site de la Fritz, sur les sites de AVM, le constructeur, avm.de, vous allez voir, il y a 2 modèles qui existent. Et on nous a posé la question de savoir si ces modèles sont homologués pour nos câbleaux opérateurs belges, en l'occurrence vous. La réponse est en toute honnêteté... On ne sait pas. Vu qu'on n'a pas vu qu'on est tous branchés sur ADSL et du câble, on n'a pas trop l'expérience. Chez nous en Belgique, on a vous et on a Telenet également, qui sont sur ce qu'on appelle le coaxial, l'ancien câble. Et qui ont leur propre matos propriétaire. Numéricable aussi. On ne peut pas garantir. Oui, numéricable. Numéricable également, voilà. Donc voilà, on a essayé de répondre. Mais c'était répondu. Tout le monde a répondu directement, soit sur le blog lestechno.be, soit sur notre chaîne YouTube. C'est là en général que ça se passe souvent. Aussi de temps en temps sur informaticien.be, là où également on est repris chaque semaine. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette question-là. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos messages, ils sont toujours les bienvenus évidemment, et nous on essaiera de répondre au mieux à vos attentes quand c'est toujours possible. Puisque je le rappelle, les épisodes hebdomadaires des Technos, c'est quoi ? C'est notre vision de la semaine technologique, c'est notre façon de voir, en tout cas la vôtre Xavier, Marc, Sébastien et les autres, de voir l'actualité techno passé en une semaine. Alors évidemment, on ne parle pas de tout. Il y a des choses qui sont simplement bannies, pardon, ou simplement oubliées, parce qu'on n'a pas toujours le temps de tout suivre non plus. Et il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, vous savez, c'est des fois un petit peu compliqué. Alors que j'ai un gros chat, un angora à mon avis, que je vais vite chasser. On va tout de suite commencer avec la lettre A comme d'habitude, la lettre A comme Apple. Et là je vais repasser la parole à Marc pour parler de IP-Box. Kisako. Et IP-Box, c'est un truc en fait sur lequel je suis aussi tombé un peu par hasard et qui me fait dire que finalement le FBI, dans l'histoire qu'il opposait à Apple pour le déblocage du fameux iPhone, s'est joyeusement fait entuber, vu que... Alors, je ne suis pas certain du montant qu'ils auraient payé pour faire débloquer ce foutu iPhone. Je crois me rappeler avoir vu des chiffres entre 15 000 $, 160 000 $. Enfin voilà, on va pas parler de chiffres exacts. C'était beaucoup. Toujours est-il qu'il existe un petit bidule qui s'appelle le IP-Box. C'est un petit montage électronique qui se branche sur le port Lightning d'un iPhone. Ça existe pour iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, etc. Non, pas iPhone 6, parce que pour l'instant, le bidule fonctionne toujours uniquement sur iOS 8, bien que des versions soient testées pour iOS 9 et devraient débarquer pour iOS 9. Et alors, le petit bidule, donc qui coûte pour rappel 200 livres sterling, c'est-à-dire un peu moins de 240 €, permet de débloquer un iPhone protégé par un code de verrouillage standard à 4 chiffres. Alors, comment est-ce qu'il fait ça ? Sachant que, généralement, les gens qui mettent ce genre de protection rajoutent une protection supplémentaire qui permet d'effacer le contenu de l'iPhone s'il y a plus de 10 essais erronés consécutifs. Eh bien, en fait, le truc est clairement capable d'agir sur l'alimentation de l'iPhone et, au 10e essai,
s'il n'y a toujours pas de résultat, il va l'éteindre. Mais il va l'éteindre suffisamment vite pour que l'appareil ne soit pas bloqué. Puis il va le rallumer et il va continuer. Alors il faut savoir que chaque tentative dure à peu près 40 secondes et donc au maximum avec toutes les possibilités, un iPhone avec un codec 4 chiffres peut être craqué à environ 111 heures. C'est une attaque brute force, tout à fait standard, et ça coûte $240. Enfin, 200 livres sterling, $240, 240 €. Voilà, donc le FBI a dépensé beaucoup d'argent pour rien. Et cet appareil n'était pas encore disponible au moment où le FBI essayait de craquer? Alors apparemment si, parce que le truc n'est pas nouveau. Il existait déjà à l'époque pour les appareils qui avaient encore l'ancien port 30 pins. Effectivement, je me rappelle, j'avais vu passer un truc du style à cette époque-là, et il était déjà disponible pour les appareils sous iOS 7. Donc, je tends à supposer que le truc n'a pas déboulé comme ça du jour au lendemain et que l'appareil existait déjà. Et puis, de toute façon, bon, il faut être conscient que d'autres solutions qui permettent de débloquer un iPhone existent aussi. Tout ça est encore une fois une histoire. La hache, par exemple. Voilà, exactement. Aussi, ça marche. La batte de baseball à clous, c'est très bien aussi. Par contre, c'est une solution à usage unique. Oui, c'est ça. Donc, évitez si vous voulez vraiment récupérer des photos importantes. En effet. On se doute bien que toute l'histoire avec Apple avait aussi une tendance avec une connotation politique, mais ouais. Dans les technos, on ne fait pas de politique. Non, c'est pas le but. Je dis ça, j'ai l'air convaincant quand je dis ça. Non, mais sans rire, c'est vrai que finalement, chacun fait un petit peu ce qu'il veut avec son appareil. Nous, on n'est pas responsable de ce genre de méfaits. Il faut juste préciser que, effectivement, c'est peut-être pas toujours très prudent de s'amuser avec des gadgets comme cela, parce qu'on peut être apparenté, entre guillemets, à des gens qui, eux, sont nettement moins gentils, on va dire. Et donc, voilà, c'est juste... il faut toujours faire les petites recommandations d'usage, quoi. On passe à la lettre B, si vous le voulez bien. B comme Brixo, Marc. Alors là, ça, c'est une petite découverte qui ressemble un petit peu à un truc dont on a déjà parlé avec Xavier, justement. Ça tombe assez bien. Et je sens que ça va me plaire. Et donc, Xavier sent déjà que ça va lui plaire. Brixo, c'est quoi ? C'est un petit truc sympathique qu'on a encore trouvé du côté du crowdfunding, ça. Ouais, c'est un truc c'est un truc qui m'a vraiment allumé, c'est parce que je suis un grand amoureux des Lego. Alors, Brixo, on va le dire tout de suite, ce sont des briques de construction compatibles avec le système Lego et qui ont la particularité d'être conductrices. Donc ça veut dire les briques ressemblent à des briques normales. La seule différence qu'elles sont argentées, chromées comme ça, et en fait elles sont conductrices et elles ont un système de connexion qui permet de relayer de l'énergie d'une brique à l'autre, etc. Alors vous allez avoir des briques conductrices de différentes formes, de différentes tailles, mais vous allez également avoir des blocs de déclenchement, c'est-à-dire des blocs qui vont réagir à différents événements. Par exemple, du bruit. Vous allez clapper des mains, vous allez parler, vous allez émettre un son, de la lumière, le truc jour-nuit, par exemple, un senseur de proximité, vous allez rapprocher la main de votre objet, ou bien carrément une connexion Bluetooth, vous allez pouvoir contrôler votre petite brique, votre petit senseur brique Lego avec une connexion Bluetooth au départ de votre smartphone. Et tout ça va vous permettre de bidouiller à partir de vos briques habituelles des objets connectés. Donc en fait, c'est une sorte de Lego sous stéroïdes, comme les constructeurs du bidule le présentent. Et alors derrière ça, vous avez d'autres petits blocs, par exemple des blocs lumière, des blocs motorisés. Et donc voilà, vous allez vraiment pouvoir vous amuser à manipuler vos Lego et à retomber en enfance comme vous ne l'avez jamais fait. Alors, juste un truc, parce qu'on a présenté la petite vidéo que tu as eu la gentillesse de nous glisser pour illustrer ce sujet. Elle est pleine d'humour. Elle est pleine d'humour, elle est très bien faite. Les mecs ne se prennent pas du tout au sérieux. Ouais. Et alors, le truc est tout à fait compatible avec Lego et avec Megablox pour les plus jeunes. Et effectivement, ils proposent, ils pensent plus tard évoluer vers quelque chose de plus connecté, encore de plus impératif. Ici, ce n'est qu'une première version. Première version qui a déjà quand même
pas mal de succès dans le sens où elle a encore 33 jours, la campagne de financement sur Kickstarter a encore 33 jours à courir. Ils ont déjà récolté $260,000 au lieu des 50,000 initiaux. Précisons 33 jours au jour où on enregistre ce podcast, c'est-à-dire le jeudi, on est jeudi quoi? On est le 7, ok. Donc moi, de toute façon, j'ai backé le projet. Ouais. Et je vais voir ce que ça apporte, parce que voilà, c'est un truc pareil, c'est tout mignon, c'est vraiment le genre de bidule intelligent, le genre de bidule amusant dont on a besoin, et en plus, au niveau éducatif, c'est génial. Alors, je tiens à préciser que la vidéo, même si elle est très très drôle, en tout cas visuellement, on n'a pas entendu, mais on imagine le son, mais elle est super rigolote, c'est des adultes qui sont dans la vidéo, hein, jusqu'à la fin où il y a un jeune garçon à la fin de la vidéo, mais ce sont les adultes qui jouent avec ça, en fait. Oui, parce que les enfants, il y a trop de risques qu'ils se prennent une décharge. Alors je ne suis pas certain, je pense que le voltage du truc qui passe là-dessus ou l'ampérage est vraiment tellement bas que tu peux les manipuler tel quel. Voilà. De toute façon, je vous en dirai plus dès octobre 2016. Je prendrai Xavier, je lui ferai mettre les mains dessus, je ferai passer le courant et on vous dira à ce moment-là si le truc peut être manipulé par des gosses ou pas. Alors, vous voyez jusqu'où on va pour ça. Tout est possible. On ne recule devant aucun sacrifice. Xavier, ça te faisait penser à un truc dont on a déjà parlé dans les technos. Les Little Bits, évidemment. Les Little Bits qui eux sont, par contre, c'est un monde fermé aux Little Bits, qui sont aussi des petites pièces qui peuvent se connecter les unes aux autres, sans erreur possible. Oui, la différence là, c'est que les Little Bits vont permettre d'interconnecter des petites pièces qui ont chacune leur utilité, mais qu'on peut associer à n'importe quoi. Oui. Donc on peut créer... Et là aussi, il y a différents modules avec différentes fonctions. Il y a des capteurs, des moteurs. Il y a des entrées, des sorties. C'est interconnectable avec le cloud, avec des services comme IFT ou autre, pour faire vraiment Internet des objets. Le fait, et c'est une question qu'on se posait au enregistrement, c'est parce que c'est quand même soumis à licence. Le format Lego, les systèmes de petites pointes, machin, etc. Tout ça, il y a un dépôt légal là-dessus. Alors comment vont-ils faire pour s'arranger, ou est-ce qu'ils ont déjà peut-être un accord avec Lego? Tu n'as pas d'informations à ce sujet-là? Je n'ai pas d'informations là-dessus. Maintenant, à partir du moment où ils annoncent être compatibles, il faudra creuser un petit peu pour voir si la licence permet de reproduire des objets ou de reproduire des éléments sous forme hors ou avec licence. Faut pas oublier qu'il y a déjà des fabricants de pièces custom qui le font avec de l'impression 3D, sans forcément avoir concédé ou obtenu une licence avec Lego. Donc il faudra voir ici, mais je me doute qu'ils se lancent dans un projet pareil sans avoir au moins pris la précaution de vérifier qu'ils ont légalement le droit. Oui. Sinon, ce serait vraiment dommage. J'espère, parce que moi, petite anecdote et petite parenthèse par la même occasion, je sais qu'il y a un fabricant de montres d'origine belge, enfin la société est belge, qui avait un packaging avec un couvercle en forme, enfin qui pouvait ressembler à un Lego, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait 4 plots au-dessus. Il a dû changer son packaging parce que ça ressemblait trop au matériel de la marque Lego, et donc ça pouvait poser problème. C'est très très pointu comme type de dépôt, etc. Je vois l'index de marque se dresser, et en général, c'est soit qu'il prend la température, soit qu'il y a une réponse. Non, la température, c'est l'autre. Donc en fait, il y a effectivement un élément de réponse. Il n'y a pas formellement la preuve qu'ils ont un accord de licence avec Lego, mais par contre, j'ai trouvé des informations comme quoi Lego a maintenant tout un programme de licensing, et qu'ils ont vraiment ouvert leur univers à d'autres fabricants et d'autres manufacturiers. C'est plutôt malin, ceci dit. Ils se sont un peu réinventés avec ça. Parce qu'en plus de ça, du Lego, tout le monde en a, parce que c'est un petit peu le revers de la médaille de cette marque Lego, de cette fabrication, c'est que c'est incassable quasiment, et que donc, de génération en génération, les gens ont conservé leur Lego, des fois depuis 2-3 générations, et donc, du coup, on renouvelle pas le stock, et ça pose des fois des problèmes. Mais incassable. Je sais pas si vous avez vu, il y a une série de vidéos qui pour l'instant fait un peu le buzz sur Internet. T'as une bande de fous furieux qui s'amusent à passer tout ce qui leur passe sous la main, tout ce qui leur tombe sous la main sous des presses hydrauliques. Oui, c'était des Duplo là sur le coup, je pense. Non, ils ont mis des Lego. Ils ont eu dur, mais ils les ont pétés quand même. En général, c'est le genre de choses qu'on conserve, et on en a un stock dans les seaux à lessive en général. C'est des choses qui se conservent de génération en génération. Et donc voilà, il y a un stock. On peut en faire des trucs modernes maintenant. Enfin, en tout cas, on va pouvoir d'ici quelques temps. Croisons les doigts pour ce projet. Ça s'appelle Brixo. On reste à la lettre B.
Et on revient ici, côté chez Xavier, pour parler de... lui, c'est autre chose, complètement, de bière. Voilà, ça peut étonner ceux qui me connaissent, mais j'ai trouvé un article intéressant à propos de la bière. Ça va intéresser en tout cas 2 de mes collaborateurs. C'est l'équipe derrière Art Brew qui veut apporter la bière artisanale et le brassage maison à la portée de tout le monde, avec une invention qui est une machine de brassage automatique qui va être associée à un smartphone. Alors donc on va pouvoir commencer l'élaboration de sa propre bière en préparant la machine avec des ingrédients, donc le malt, le houblon, la levure, etc., qui sont fournis dans un pack de Art Brew ou qu'on va pouvoir commander soi-même sur Internet ou dans une boutique spécialisée. L'étape suivante, ça va être de choisir le type de bière qu'on veut préparer parmi des centaines de recettes fournies par les utilisateurs ou par la société, et on va pouvoir laisser faire la machine. Alors les utilisateurs avancés vont pouvoir en plus, pendant l'étape de brassage, interagir avec le processus et changer certains paramètres, et donc une semaine après environ ils vont pouvoir déguster recevoir une petite notification qui dit que la bière est prête à être dégustée, et donc ils vont pouvoir faire santé. Pour ceux qui s'intéressent à ce genre, enfin déjà à l'aspect gustatif, ou à l'expérience de la fabrication d'une bière artisanale, même si ici c'est quand même une grosse part de technologie dans le lot, ça c'est très clair, pourquoi pas finalement. Mais, en Belgique, j'ai des amis proches qui l'ont fait. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'aventure de créer leur propre bière. Il y a des tas de petites brasseries qui permettent de faire ses propres bières. Et ça peut être intéressant pour tester, valider des recettes, par exemple. Et donc, le tout est disponible sur Kickstarter. Ils ont déjà levé, au moment où je vous parle, un tout petit peu moins de $270,000 sur les 100 000 qu'ils espéraient lever. Et le premier prix, c'est $489 au lieu du double qui sera sans doute le cas une fois que ce sera prix public. Alors il faut être clair, c'est de la bière artisanale, c'est-à-dire c'est une bière, c'est une bière, je veux dire c'est pas la bière qu'on trouve au café du coin ou en grande surface, quoi. Tout à fait, c'est la bière qu'on va fabriquer, qui sera peut-être un petit peu amère, ou on va rajouter des ingrédients dedans pour la rendre. Je vais pas trop goûter à mon avis. Non, parce que toi t'es pas fan de bière. Je sais que Marc une tête à boire de la bière, non même pas. Non, quand il fait très chaud, éventuellement une blanche, mais non, moi je suis plutôt rhum. Donc si tu me trouves un truc à distiller le rhum connecté, là par contre je suis prêt. Je vais bien tester aussi. En une semaine, ça va pas le faire. Ton rhum, il sera prêt, mais je sais pas dans quel délai. Donc je vais continuer à me fournir à mes trucs habituels alors. Enfin voilà, pour celui qui aime l'aspect un petit peu artisanal de la bière, qui a envie de faire ça tranquillou à la maison, parce que je pense qu'on fait pas d'économie, soyons clairs, c'est vraiment pour le plaisir de le fabriquer soi-même et de chipoter un petit peu sur les différents ingrédients et sur les différentes recettes, trouver peut-être sa petite recette personnelle à soi, sa propre bière, pourquoi pas finalement. On a une idée du prix, où tu l'as dit, je ne sais pas. Oui, donc $489 pour le premier prix, avec un pack d'ingrédients, et c'est le prix qui sera normalement la moitié du prix public. D'accord, ok. Bon, et ça permettra de déguster une bonne bière avec la pizza du four à pizza que Marc nous avait trouvé à l'époque. C'est vrai que si vous remontez dans le temps... Le Zune, si je ne me trompe pas. Aux alentours numéro 70, si je ne dis pas de bêtises, il y avait effectivement un four à pizza connecté également. On fait ça régulièrement, différents trucs comme ça, culinaires, qui permettent de... Ça va être compliqué un jour, quand on aura tous ces trucs dans la même cuisine. Il faut faire le smartphone qui s'occupe de la bière, il est où? Dans le frigo avec le... Enfin bon, bref. On passe à la lettre E, comme ça on fait un bond d'un seul coup, on se retrouve dans l'espace avec Marc pour parler de Blue Origin. Blue Origin. La société est fondée par Jeff Bezos, le patron de Amazon, qui s'est lancé dans le business des lanceurs fusées réutilisables. Oui. Parce que généralement, un fusée, vous connaissez, tube, gros booster, on lance et puis on attend que les morceaux retombent un peu comme ils veulent. Ouais. Non, là, il s'est dit, il serait peut-être pas con d'avoir des lanceurs réutilisables, c'est un peu plus économique. Toute petite parenthèse, les boosters, par exemple, qui étaient utilisés sont réutilisables sur la navette spatiale, qu'on n'utilise plus, mais les propulseurs d'appoint sont récupérés en mer. Il y a d'ailleurs une vidéo qui circule sur Internet. Si je retrouve le lien, je vous la mettrai, parce que c'est vraiment impressionnant de voir la technique qu'ils avaient mis en place pour aller récupérer ces propulseurs en mer. Là, en l'occurrence, ils ont filmé ça un jour où c'était une mer d'huile, donc ça va encore. Mais j'imagine que par gros temps, ça devait être un petit peu plus compliqué d'aller récupérer ces énormes tuyaux pour les recycler, j'imagine, pour les réutiliser une prochaine fois. Ici, la technique est tout autre, évidemment.
Oui, la technique est tout autre. Ici, on a vraiment l'ensemble du bloc fusée plus propulseur qui se comporte comme une seule entité et donc qui est autonome. Autonome dans le sens où elle monte et elle redescend toute seule. Alors, c'est le 3e essai qu'ils font et c'est le 3e essai grandeur nature réussi. Donc, en fait, comme les précédents tests, le lanceur qui s'appelle le New Shepard a légèrement dépassé l'altitude des 100 kilomètres, ce qu'on appelle la ligne de Kármán, qui est la démarcation fixée par la convention de la Fédération aéronautique internationale pour déterminer qu'on a franchi le cap au-delà duquel on dit qu'on est dans l'espace. Et donc, voilà, l'appareil s'est élevé sans aucun problème, avec une charge utile fictive évidemment, et le retour s'est fait tout autant sans aucun problème. La capsule de test s'est posée avec les parachutes, avec une vitesse tout à fait maîtrisée de 2 km/h. Voilà, c'est la 3e fois que ça marche. On se rappelle qu'il y a d'autres qui ont essayé, ça s'est moins bien passé. Donc voilà. Elon Musk, pour ne pas le citer. Elon Musk, pour ne pas le citer, mais on va en reparler, on va reparler dans pas très longtemps, donc évitons de charger le pauvre monsieur. On va déjà dire suffisamment de mal de lui. Donc voilà, le truc est en train de bouger relativement bien. Maintenant, il y a un marché énorme qui s'ouvre évidemment. C'est le marché pose de satellite, installation, maintenance de la station spatiale internationale. L'énorme avantage de la solution de Blue Origin, ce sont les coûts qui sont bien inférieurs à ceux d'un lanceur classique. C'est impressionnant comment tout ça est évolué. Je suis chaque fois bluffé, moi, mais je suis un grand enfant quand je vois des trucs comme ça. Mais je le suis aussi, mais l'avantage, c'est qu'ici, c'est vraiment un shift qui est en train de se faire et qui va ouvrir complètement tout ce qui est ravitaillement spatial et exploration ou interaction avec les objets qui sont en basse altitude, au secteur privé. Oui. On ne va plus dépendre d'organisations gouvernementales comme Eurospace ou comme la NASA. Oui. On va vraiment pouvoir avoir tout un nouveau secteur de l'économie qui va se développer. D'autant que la NASA, c'est aussi fascinant. La NASA n'a plus de sous. De toute façon, l'État américain n'injecte plus beaucoup de moyens dans la recherche spatiale, si ce n'est dans l'ISS qui est alimenté évidemment par les gouvernements des différents pays qui y participent. Mais pour le reste, c'est vrai que même l'acheminement de denrées alimentaires vers l'ISS est confié à du privé maintenant. Ou bien à des Russes. Ou des Russes qui font partie du projet, je tiens à le signaler. Donc voilà, c'est tout ça qui est en train de complètement basculer, d'évoluer, et ça nous donne toujours de belles images. Ça aussi, il faut le signaler. J'espère qu'il n'y a pas de droit sur celle-là. Soit dit en passant. Voilà, tu voulais rajouter un truc, Xavier, peut-être Pas spécialement, mais là, ça pose une question quand même. C'est la porte ouverte à encore tout un tas de débris ou autres dans l'espace. Mais là, ils reviennent, les débris, en l'occurrence. Oui, donc justement, c'est ça l'avantage, c'est que les débris ne sont pas... Les débris sont maîtrisés dans un certain sens. Si les entreprises privées peuvent commencer à déployer des choses dans l'espace sans... Je pense qu'il y a... Attention, ça va être régulé quand même. Attention, les entreprises privées peuvent déployer des choses dans l'espace, d'accord, mais ils n'agissent que comme transporteurs. Oui. L'initiative de déploiement, la décision d'aller placer tel ou tel satellite à tel ou tel endroit ou d'aller installer tel module supplémentaire, tout ça est soumis à approbation, et ce n'est pas parce que le matin tu te lèves en disant tiens, je mettrais bien un satellite du côté de là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Sauf peut-être pour la Corée du Nord. Mais bon, ça c'est un autre débat. Oui, la Corée du Nord fait croire qu'elle déploie. Oui, c'est ça. On reste dans l'espace, Marc, pour parler justement de la NASA. 3 millions de photos libres de droit de la Terre depuis l'espace. C'est régulier, ça, qu'on a des photos comme ça qui sont lâchées, pas uniquement par la NASA, mais on essaie de s'en faire l'écho ici régulièrement, parce que c'est vrai que c'est un vrai capital. C'est un vrai capital. Et ici, le capital, en fait, c'est le fruit d'une collaboration entre l'Agence spatiale américaine et le Japon, qui, en fait, a résulté dans la création et le lancement du satellite Terra, qui est en orbite maintenant depuis 16 ans. Et depuis 16 ans, la bébête nous a gratifié de 2,95 millions de photos que la NASA a décidé de mettre en total libre accès. Donc il y a un travail de titan qui a été réalisé pour cataloguer, taguer, classer toutes ces photos, et elles sont maintenant disponibles. Donc on vous a mis le lien dans les liens habituels. Alors les photos couvrent absolument
99%, je pense, de la surface terrestre, au contraire d'auparavant où elles étaient plus localisées sur certaines zones qui étaient principalement des sujets d'études, style les pôles, etc., ou bien les bordures océaniques. Non, ici vraiment, vous avez toute la zone terrestre, toute la surface terrestre qui est couverte. Alors, les clichés, généralement, ont une résolution de 60 km. Donc, ils sont en assez haute résolution. Et alors, ce ne sont pas que des clichés dans le spectre visible. Il y a des traitements qui ont été faits. Donc, vous allez retrouver toute une série d'images qui ont été analysées et retravaillées pour mettre en évidence l'un ou l'autre détail. Par exemple, j'ai devant les yeux une vue de Paris avec, je ne sais pas trop ce que c'est, il y a du rouge. Mais voilà, je ne suis pas scientifique, donc la seule légende me dit Paris vue de l'espace, donc je suppose que je vais aller voir sur le site de la NASA ce qu'il en est exactement, mais je suppose que cela doit pouvoir indiquer par exemple le degré de déforestation ou le degré de densité d'arbres dans la région parisienne, ça pourrait être ça, oui. Ou le degré de dégagement de CO2 dans la région parisienne. Mais voilà, il y a une richesse incroyable dans cette collection et on le rappelle, elle est libre de droit. Alors, quand on pense au boulot qu'il a fallu derrière pour la mettre en place, on ne peut que dire merci. Bah oui, parce que c'est vraiment, comme je le disais, c'est un vrai capital. Je vais parler de ça aussi avec d'autres images. On avait parlé avec Sébastien en son temps, il y a quelques épisodes de cela concernant pour le coup là, c'était des vieilles photographies, des vieilles gravures qui étaient tout à fait intéressantes parce qu'elles étaient stéréoscopiques et donc on imaginait la possibilité, je pense que tu étais là Xavier, on imaginait la possibilité de récupérer ces images stéréoscopiques pour les mettre dans des lunettes VR par exemple d'aujourd'hui. Et là, c'était des trucs qui dataient du début du siècle passé. Oui, justement, il y a un projet similaire qui a été fait, dont une vidéo a commencé à circuler il y a 2-3 jours. Ça s'appelle The Old New City Project. Et en fait, ça reprend des vues, alors effectivement très anciennes, je crois que c'est du début du siècle, fin du siècle passé, début du siècle, 18e, 19e, pas 19e, 20e, de New York. C'est ça, oui. Et ces vues ont été intégrées, enfin dans ces vues, on les a nettoyées, on les a retravaillées, on a découpé tous les éléments et on est venu intégrer dedans des modèles 3D de personnages, de véhicules, de machines, etc. pour vraiment recréer une ambiance la plus réaliste possible de la vie courante, la vie de tous les jours à cette époque-là. Alors c'est bluffant, si on la retrouve, on vous mettra aussi l'adresse. Je me rappelle bien c'était la bibliothèque de New York d'ailleurs qui avait mis ça en ligne. C'est un gros travail de big data derrière parce que cette masse d'informations, à un moment donné il faut la gérer et là ils font appel aux ressources extérieures pour pouvoir arriver à faire des recherches cohérentes dans cette somme d'informations. On a un peu digressé par rapport au sujet, on est revenu les pieds sur terre. Là pour le coup on était dans l'espace avec la lettre E, mais on est bien revenu les pieds sur terre. On peut passer à la lettre F pour parler de Facebook. Là, encore un truc très terre à terre, Xavier. Tout à fait. Alors, les quelques fans sur Facebook auront pu avoir un avant-goût de ce dont quoi je vais parler. Donc, puisque Facebook a annoncé, après avoir assuré une disponibilité de l'outil live vidéo aux États-Unis et uniquement sur iOS, ils vont intégrer cette app maintenant sur l'ensemble des pays. Donc dans le monde entier, ce sera disponible également sur Android. Et ils ont annoncé des nouvelles fonctionnalités. Donc par exemple des vidéos live pour les groupes, comme Hangout le fait depuis une page événement, des réactions en direct comme on le fait sur Periscope avec des emojis qui sont affichés en live, avec des filtres un petit peu comme c'est le cas sur Snapchat. Et on a également un moteur de recherche qui va pouvoir afficher une carte des vidéos live qui sont publiques. Et donc le petit buzz aussi qu'il y a eu à ce niveau-là, c'est que Facebook a annoncé qu'ils allaient mettre en avant leurs produits en finançant, en payant en quelque part des groupes un peu plus connus comme le New York Times, BuzzFeed, le Huffington Post, qui vont être incités donc à publier du contenu en live. Alors on précise que nous ne sommes pas payés pour faire une vidéo live. Non, c'est ça, c'est pas notre objectif non plus, c'est juste pour faire on l'avait sous la main, donc on l'a testé également un peu avant de commencer cet enregistrement et en cours d'enregistrement. Certains d'entre vous peuvent sans doute s'en rendre compte ou s'en rendront compte plus tard, puisque on a le choix après, une fois que la vidéo a été faite en live, on peut la supprimer ou la laisser pour la postérité, pour ceux qui auraient raté
le direct en question. Voilà, c'était l'occasion de tester un petit peu la chose. Concurrent direct de Periscope, rappelons-le. Hein. Tout à fait, de YouTube également. YouTube Connect qui va se lancer prochainement, qui est une nouvelle application de streaming de chez YouTube. On en parlait la semaine dernière, justement. Et d'une manière plus générale de la télévision, tout simplement. Voilà, aussi. C'est un truc... Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner dans l'avenir, mais là pour l'instant c'est un petit peu, il y a des délais monstrueux à gérer, il y a voilà, enfin c'est tout ce qui est toujours inhérent à ce genre de technologie. Je pourrais, puisqu'on est en train de l'enregistrer ce podcast, je peux vous montrer qu'on est bien en studio et qu'on a notre ami Xavier pour l'instant et puis Marc là-bas, et donc c'est très difficile pour moi de faire 4 choses en même temps, donc c'est un petit peu particulier. Donc voilà, comme ça on a dit qu'on l'a testé, qu'on l'a montré pour de vrai. C'est un petit retour d'expérience en plus qu'on vous proposait pour ce coup tout de suite. Je ne sais pas si Marc avait un truc à rajouter par rapport à cette technologie. Non, rien du tout, non. Parfait. Le direct, modérément. Mais oui, c'est ça. Enfin, ça dépend. C'est vrai qu'il y a des cas, des situations, on va dire, où le direct s'impose. Dans l'événement, dans l'immédiateté, il y a des choses, des fois, à montrer comme ça en direct. Et puis, il y a d'autres cas, comme ce que nous faisons ici chaque semaine, où le direct a finalement fort peu d'intérêt dans ce que, en tout cas, on a envie de vous proposer. Peut-être qu'un jour, on vous proposera des numéros trimestriels en direct où il y aura un petit peu plus d'interactivité. Pourquoi pas ? On pourrait l'imaginer, mais c'est pas notre but essentiel à l'heure actuelle. Soyons très clairs là-dessus. On peut rester à la lettre F, mais passer à la lettre F comme fuite, Marc, pour parler de l'entièreté du registre national turc qui est en ligne et en clair en plus. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et il l'était il y a 2-3 jours, maintenant évidemment le site est off, mais l'entièreté de la base de données reprenant les coordonnées de tous les citoyens turcs, et quand on parle de tous les citoyens turcs, on parle quand même de 49 611 709 personnes, y compris Erdogan lui-même, ce fichier a fuité, et le pire, il a fuité en clair. Ah. C'est pas crypté, c'est rien du tout. Super. Alors il faut quand même savoir que ce fichier reprend pour chaque personne, donc chaque citoyen turc, son numéro national, enfin l'équivalent de notre numéro de registre national, son prénom, son nom, le prénom du père et de la mère, son genre, la date de naissance, le lieu de naissance, le lieu où il a été enregistré et l'adresse complète, plus 2-3 options qui peuvent éventuellement aussi caractériser l'information. Alors, le site, qui je le répète, est down depuis lors, mais que l'on peut toujours retrouver en faisant appel au bon service d'un Webback Archive, par exemple, permet donc de télécharger un fichier compressé de 1 giga 5, qui décompressé va donner une base de données de 6 giga 6, où on va retrouver tout cela sans aucun problème. Alors, c'est assez impressionnant. Bon, évidemment, à côté de ça, vous avez l'autre grosse fuite du moment, qui sont les Panama Papers, où il y a plus de 11 millions de documents qui ont fuité, / été volés, soit se sont perdus dans une clé USB qui aurait peut-être piratés selon le patron d'une... Ou peut-être piratés selon le patron de la société qui était spécialiste dans la création de sociétés écran. Donc voilà, toujours est-il que les petits comiques qui se sont amusés à ça terminaient à l'époque, terminaient leur exploit sur la page où ils mettaient la base à disposition en postant quelques petits conseils à destination de la Turquie. Donc par exemple, ils disaient bit shifting is not encryption. Donc simplement du décalage de caractères ou du décalage de bits, c'est pas de l'encryption, les gaz. Et voilà, minimum. Indexez votre database, s'il vous plaît, parce que nous avons dû indexer la database vous-même, c'était impossible sinon. Voilà. Mettre un password hard-codé sur l'interface d'administration, ça sert à rien non plus. Il est hard-codé, donc on va le trouver tout de suite. Il suffit d'aller voir dans les sources. Et alors le dernier, c'est un message un peu plus politique. Faites quelque chose à propos de Erdogan parce que ça va pas continuer comme ça. Voilà. Et alors, petite remarque aussi, mais ça, voilà, c'est pour la petite anecdote. Lesson for the US, puisque évidemment, ce sont des Américains, ils veulent quand même faire passer leur message ailleurs. Please don't elect Trump because that guy sounds like he knows even less about running a country that these guys know about protecting a database. Ça veut tout dire. Voilà. Je trouve ça assez incroyable, ce genre de fuite. Rappelle-toi la SNCB. Bien sûr, mais rappelle-le nous plutôt, parce qu'on a des auditeurs français qui... Voilà, SNCB, c'est
l'équivalent belge de la SNCF. La SNCF, la SNCF, voilà, enfin la SNCB chez nous il y a quelque temps avait posté sur un serveur public avec un lien accessible dans le monde entier, grosso modo la base de leurs clients avec tout. Oui. Voilà, et même pas crypté, c'était un fichier Excel ou une base MDB non encryptée. Enfin, oui, c'était tout à fait lisible en tout cas. Voilà. Ouais. Non, même pas un CSV. Ou un CSV, oui, ça avait ça, qui avait une raison d'être qui était les gens qui s'étaient plaints de retard ou un truc du genre, enfin je ne sais plus exactement. Je ne sais plus, toujours est-il que le truc était censé faire sauter la direction, elle n'a pas sauté comme d'habitude, mais voilà. On a dit pas de politique. Donc, c'est ça, on n'est pas un petit peu énervé en Belgique pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui énervent en Belgique pour l'instant, on va s'arrêter là, pas de politique. On a dit qu'on ne faisait pas de politique. T'as mis une chemise bleue, tiens. Enfin, ouais. Mais non, mais on a dit pas de politique. Non, mais c'est vrai que c'est pas tellement le fait qu'il y ait des fuites qui me pose problème, enfin si aussi, mais c'est surtout le fait que ce soit possible et que ce soit pas mieux surveillé que ça. C'est ça qui est finalement inquiétant quand on voit toutes les précautions que on prend nous particuliers dans la gestion de notre matériel, que ce soit sous Windows ou sous macOS, ces encryptions de disques durs, etc., etc. Pareil pour les smartphones, et qu'on voit que des choses comme ça d'ordre public se retrouvent dans la nature, ça fait froid dans le dos, quoi. Je veux dire, c'est... Surtout que, et alors bon, là, je remplace un peu Seb au pied levé parce que lui est beaucoup plus qualifié que moi pour parler de ce genre de choses. L'ayant expérimenté en vrai, Seb, il y a 3-4 ans, a eu l'occasion de faire partie d'une mission princière dans le cadre de notre autre casquette qui est Fidelity. Il a eu l'occasion d'accompagner la mission princière qui s'est rendue en Turquie, et de discuter avec des gens qui, à ce moment-là, étaient responsables de la mise en place et du déploiement d'un système d'identification électronique comme notre carte électronique à nous. Mmh. Mais en Turquie, le truc était d'une complexité, mais absolument dingue. Oui. Avec différents, je crois qu'il y avait 10 ou 12 niveaux de sécurité pour les informations, avec des systèmes d'inscription de grades militaires. Enfin, vous voyez le genre. Oui. Et à part ça, ces mecs vous balancent une base de données. C'est comme si chez nous, on avait le FBI qui venait apprendre au gouvernement Michel à gérer la menace terroriste, mais qu'à côté de ça, le registre national postait l'entièreté de la population belge sur un CSV, sur un serveur public style Dropbox. Ça fait un petit peu penser à une histoire de porte de coffre-fort, mais les murs autour sont en papier. c'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu le même esprit. Juste petite parenthèse pour que tout le monde comprenne vraiment bien ton propos, justement, Marc. Il faut dire qu'avec Sébastien, vous êtes à la tête d'une entreprise qui utilise, par exemple, la carte d'identité électronique que nous avons en Belgique, la carte à puce, et qui a différentes fonctions autour de cette carte d'identité. Donc c'est un domaine que vous maîtrisez particulièrement bien. Je pense qu'on a fait le tour des fuites. Pour l'instant, oui, ça coule plus trop à droite à gauche. Oui, c'est ça. C'est, les Panama... C'est quoi Panama Pampers, les fuites? Panama Pampers, oui. C'est Frédéric Dubus qui est un... Oui, il est excellent. Qui est caricaturiste, qui est dessinateur de presse plutôt, et qui avait utilisé cette expression que j'aimais beaucoup. On passe à la lettre H. H comme... Ça y est. Yo, ouais. Et Leica. Ah ouais. Ouais. Huawei et Leica se sont donc associés pour nous faire un nouveau smartphone ou un appareil photo smartphone ou un smartphone appareil photo, c'est vous qui choisissez. Donc un appareil photo qui est vraiment très poussé sur le smartphone puisqu'ils ont utilisé 2 capteurs. Donc il y a un capteur couleur, un capteur monochrome, ce qui permet d'avoir un résultat qui est vraiment très très lumineux. Donc le capteur c'est toujours Sony, mais la lentille a été développée par Leica. Et le rendu est donc un résultat très, très lumineux, 2 fois plus que sur le Samsung S7 par exemple, avec un meilleur contraste, avec des effets de flou, avec une multitude d'options vraiment destinées aux photographes au niveau de la retouche du logiciel photo qui est embarqué. Et à côté de ça, on a évidemment des spécifications qui sont vraiment haut de gamme. On va avoir un écran 5.2 pouces ou 5.5 pouces pour le P9+, puisque la version de base s'appelle le P9. On a toujours une caméra de 8 mégapixels en face avant, un USB de type C, une autonomie qui est assez conséquente, puisqu'on varie de 3000 à 3400 mAh pour le modèle P+.
P9+, pardon, une mémoire de 32 à 64 Go et 3 Go de RAM ou 4 Go de RAM selon qu'on souhaite une version à 599 € ou 649 € qui sera disponible le 1er mai et 749 pour le P9+, qui est donc l'écran plus grand. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait une présentation à la presse pas plus tard qu'hier, je pense à Londres, où j'ai dit une bêtise. Il me semble que j'ai vu passer des confrères, je les appelle confrères, mais des journalistes de technologie qui étaient sur place pour voir, et l'un d'entre eux, un Français, que je ne citerai pas parce que je veux pas être méchant, mais a voulu faire, en a reçu un prêté manifestement, ou l'a reçu carrément, je sais pas, et ouais, c'était à Londres, a fait une photo avec, et complètement flou. mais il n'a pas dû s'en rendre compte parce qu'il l'a posté directement, enfin, sur Instagram ou sur Facebook, je ne sais plus. Et donc, au moment, c'est vrai que quand on ne fait pas, voilà, c'est sur un petit écran, etc. Pouf, je la publie vite fait comme ça, tout content. J'ai fait une photo avec un P9. Regardez comme c'est joli. C'est vrai que les couleurs, de prime abord, quand on fait pas attention, c'est plutôt joli. Et puis quand on regarde de plus près, on dit mais tout est flou. Il suffit d'avoir fait un mauvais réglage, puisqu'on peut faire des réglages avancés, on peut avoir un temps d'exposition. Et là, c'était un petit peu dommage. La démonstration était un petit peu raté pour le coup. Ça coûte quand même une blinde, hein. Alors oui, donc je rappelle, disponibilité pour le P9 à partir du 1er mai à 599 € ou 649 € pour la version 64 Go avec 4 Go de RAM. Et pour le P9+, qui a donc un écran 5.5 pouces, ce sera disponible à partir du 1er juin pour 749 €. Quand même, oui. C'est pas donné. C'est vraiment donc un... Est-ce qu'un marque plierait pour ce type d'appareil quand il y a un truc sur lequel sauter en général? Non. Oui, pourquoi pas, mais pas le Huawei P9. Non, ça n'a rien à voir avec Huawei ou quoi que ce soit. Non, simplement, non, moi j'ai trouvé mon bonheur actuel, je précise, hein, avec le Galaxy S7. Et oui, franchement, la qualité photo n'a absolument rien à envier aux photos de test que j'ai pu voir pour le P9. Donc, je vais rester sur le S7 pour l'instant. Et si je veux mieux, ben, j'ai un réflexe. Moi aussi. Voilà. C'est toujours la même chose. Ceci dit, je regardais il n'y a pas tellement longtemps un vlogueur américain qui expliquait le matériel avec lequel il fonctionnait pour faire ses vlogs. Donc, en gros, se faire du selfie vidéo, mais plutôt rigolo avec des effets, machin, etc. Enfin, avec quelque chose, une vraie histoire à raconter derrière, pas juste montrer sa tronche. Et il expliquait un petit peu tous les appareils qu'il utilisait. Ça partait de l'iPhone, je ne sais plus quel modèle, jusqu'au gros réflexe Canon, professionnel, etc., en expliquant qu'à un moment donné, dans la gamme de prix, ça évolue très vite jusqu'à 1 000 $ ou 1 000 €, et puis après, le prix augmente, mais la qualité augmente aussi, mais pas nécessairement dans les mêmes proportions. Et que donc, finalement, on arrivait à de très très bons résultats pour un prix moyen de plus ou moins 1 000 €. Enfin, là, il avait pris l'exemple de 1 000 $ dans la gamme des appareils que lui, il utilisait. C'était toujours un truc intéressant à un petit peu regarder, voir un petit peu quelles sont les tendances de ce côté-là. Je trouvais ça plutôt intéressant. Je vais passer la parole à Marc pour parler du futur de la carte SD, qu'on a déjà tué 10 000 fois. Enfin, différents acteurs ont déjà tué la carte SD, la carte mini SD, etc., de maintes reprises. Et ici, il y aurait donc une nouveauté de ce côté-là, Marc. Oui, mais le but n'est pas de tuer la carte SD en elle-même. La carte SD, elle va rester comme carte mémoire, elle va rester, c'est un support qui est, pour l'instant, incontournable. Par contre, ce qui va changer, c'est la technologie dedans. D'accord. Et en fait, actuellement, on utilise des mémoires qui sont interfacées en parallèle. Et donc, c'est notamment pour cette raison, la question de l'architecture, que les débits garantis par les cartes mémoire, même les classes les plus hautes, ne sont pas très élevés quand on les compare avec les débits que l'on peut attendre d'un SSD, par exemple. Alors, la JEDEC, qui est, alors je vais retrouver le nom parce que c'est pas un truc dont je me sers tous les jours, la Joint Electron Device Engineering Council, qui est en fait un organisme de normalisation des semi-conducteurs et qui est notamment responsable pour la création et l'harmonisation des standards autour des composants mémoire, a défini un nouveau standard qui est le standard UFS. Alors, c'est pas nouveau parce que le standard UFS est déjà utilisé notamment dans les Samsung Galaxy. D'accord. Voilà, c'est un type de mémoire qui a l'avantage d'avoir notamment implémenté une technologie qui s'appelle la technologie du pipelining, qui permet de traiter plusieurs informations en même temps. Elle traite beaucoup plus de commandes en temps réel par rapport à l'ancienne technologie qui, elle, impose des délais d'attente avec un buffering progressif selon que l'information est traitée ou mise en file d'attente. Elle est
elle dispose aussi d'un système de command queuing qui permet de créer justement des files d'attente, toujours mais beaucoup mieux prioritisées. Voilà, tout ça en fait permet à terme d'avoir dans le même form factor, donc on parle de SD et de micro SD, des capacités beaucoup plus grandes. Même si ça, évidemment, on avait déjà en théorie des micros SDXC qui pouvaient monter à 2 Tera. On les a pas encore vus, mais on sait que ça peut monter maintenant facilement à 200, 300, 500 gigas sur une toute petite carte. Par contre, on atteint des débits qui sont beaucoup plus rapides. On parle de 250 mégasecondes en lecture et 190 mégasecondes en écriture pour les premiers protos de cartes amovibles. On ne parle pas de chip embedded. Ouais. Et ça a aussi l'avantage d'avoir une consommation énergique moindre. Énergétique moindre. Donc énergétiquement, c'est plus optimisé, ce qui veut dire que ça bouffe moins sur les batteries. Et donc, cible toute trouver les smartphones, évidemment, vu qu'on voit aujourd'hui se développer de plus en plus de smartphones avec des capteurs en 4K, voire 8K, et les drones. Évidemment. Tout ce genre de petits appareils qui embarquent des caméras, qui ont besoin de beaucoup de bandes passantes, vu que les flux sont en très haute résolution, et qui ont besoin d'avoir une optimisation la plus poussée possible au niveau de la consommation. Ce qui est le cas également des caméras type GoPro, etc., qui ont besoin de gros débits. Cet écosystème pourra vraiment bénéficier de ce standard qui s'appelle, on le rappelle, le UFS. Ce qui ouvrira sans doute la porte aussi à la 8K dans un avenir plus ou moins proche pour tout ce qui est caméra embarquée de ce type-là. Petite parenthèse, la 8K, c'est quelque chose à laquelle on va devoir arriver assez vite. Alors peut-être pas dans un premier temps sur tout ce qui est écran, caméra, etc. Mais, enfin, pas écran de smartphone, je veux dire, mais par contre, sur les écrans embarqués dans les casques de la réalité virtuelle, on va devoir y arriver très vite, parce qu'aujourd'hui, même les meilleurs casques, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, le casque qui est classé comme étant le plus efficace, le plus réaliste, c'est le HTC Vive, souffre toujours de ce fameux effet qu'on appelle l'effet de la moustiquaire, où vous avez l'impression de regarder l'image, le monde qui vous entoure, le monde virtuel, à travers une espèce de trame très fine, mais elle est perceptible. Or, justement, malgré qu'on utilise encore aujourd'hui des écrans d'une résolution quasi 4K, on a cet effet. Donc, les fabricants de casques en réalité virtuelle pensent très vite pouvoir produire des dalles de 8K. Donc voilà, c'est quelque chose qui va devoir bouger assez vite. Un effet qu'on appelle également effet Burqa. Non, je suis désolé. La Burqa, c'est pas la trame, ce sont des grilles. Oui, c'est ça, mais chacun sa définition. Voilà un truc intéressant, encore une fois. Tout ça évolue très très vite et c'est plutôt bien pour nous, parce que ça nous passionne, évidemment, et qu'on aime bien également partager ce genre d'actualité. Si vous avez des informations concernant ce type de choses, ou une expérience personnelle avec cela, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On aime bien savoir ce que vous faites aussi de votre côté avec tous ces petits bidules, parce que c'est de plus en plus accessible. Moi, je ne veux pas savoir ce qu'ils font avec leurs lunettes de VR. On en a déjà parlé, on a dit qu'on n'allait pas par là non plus. Pas de politique, pas de sexe non plus. Il y a de moins en moins de choses à dire. Allez, on passe à la lettre T. T comme Tesla, évidemment, parce que c'était l'actualité de la semaine dernière, certes, mais au moment où nous enregistrions le numéro 74, c'est-à-dire dans la nuit qui a suivi l'enregistrement, et on le savait, on vous en avait touché un tout petit mot déjà la semaine dernière, on savait que Elon Musk allait annoncer et montrer le Model 3, la Tesla Model 3, et lancer les ventes. Et comment ça s'est donc passé, Marc ? Ça s'est passé qu'on n'a pas vu grand-chose. En fin de compte, on a vu une voiture, encore une chance. On a vu une voiture qui ressemble effectivement à un croisement entre un modèle X sans les ailes papillons, sans les portes papillons, et une modèle S. Bon, esthétiquement, chacun ses goûts. Moi, je la trouve pas bouleversante, mais soit. On n'a pas vu grand-chose de plus. On a vu un peu l'intérieur. On s'est rendu compte que il y a rien. Il y a juste un écran, c'est tout. Et puis des pédales et un volant quand même, ça aide. Mais un écran, un grand écran, voilà. Qui sert de tableau de bord. Donc il n'y a pas de tableau de bord. Il n'y a pas de tableau de bord. Il n'y a pas de compteur mécanique comme on a l'habitude d'en avoir. Il n'y a même pas un jeu de compteur déporté comme c'est le cas dans la modèle S actuellement. Non, il y a un écran. Point. Et grosso modo, c'est tout. Alors, ça n'a pas empêché qu'en moins de 24 heures, il y a eu 175 000 réservations du véhicule. Pour rappel, pour réserver le véhicule, il suffisait de mettre 1 000 euros ou $1 000 pour avoir une réservation.
Le dernier chiffre que j'ai vu passer ce matin, c'était 337 000 réservations. Au moment où j'ai préparé le numéro, en commençant à aller gratter mes infos à droite à gauche, c'est-à-dire il y a 2-3 jours, j'étais à 325 000. Alors, de deux choses l'une. Premièrement, soit Tesla a été vraiment très, très, très optimiste en annonçant aux personnes qui allaient acheter la Model 3 qu'ils allaient la recevoir fin 2017, début 2018. Vu que peu de temps après, je crois que c'est le lendemain, Elon Musk a été interviewé et a annoncé qu'en fait, ben non, ce sera pas fin 2017, début 2018, ce sera probablement plus fin 2018. C'est plus fin que ça, il n'y a pas eu d'annonce, mais dans son discours, on comprenait que il disait, il ne faut pas vous inquiéter, vous serez livré avant la fin 2018. Voilà. Et alors, entre-temps, il y a eu d'autres bruits qui ont été vérifiés depuis lors, que Tesla est en train de subir d'importants retards de livraison sur d'autres lignes de produits, notamment la Model X, qui enregistre actuellement jusqu'à 1 an de retard par rapport au planning. Et donc, tout cela fait que si on regarde la Model 3 qui se place vraiment comme un produit avec un fort engouement, surtout au niveau du prix, en fait, elle coûte $35 000, c'est-à-dire moins de la moitié des modèles S et moins du tiers de la Model X. On s'attend très bien à ce que la courbe des réservations augmente encore s'ils ne la bloquent pas. Oui. Donc, ils risquent fort de se retrouver avec une situation à la OnePlus où ils ont complètement perdu le contrôle de leur processus de réservation, sachant quand même que Tesla aujourd'hui a une capacité de production d'à peu près si je ne dis pas de bêtises, à peu près 80 000 voitures par an. En comptant toujours les deux modèles qui sont actuellement vendus, la Model S, la Model X, auxquels ils vont devoir rajouter les commandes qui continuent à affluer pour ces deux modèles, auxquels ils vont devoir ajouter les précommandes qui vont continuer à arriver pour la Model 3, tout en jonglant avec les contraintes, avec le retard de fabrication, avec le retard de construction de la super usine du Nevada, qui est censée aussi faciliter un peu les choses. Et une usine en construction en Europe aussi, je pense. Et il y a une usine en construction, alors je ne sais pas si c'est en Hollande. J'ai vu passer, alors il y a quelque chose en Hollande, et je sais qu'en France, Ségolène Royal, je pense, a proposé de reconditionner une ancienne centrale nucléaire désaffectée pour en faire une unité de production. Donc il devrait être fermé, elle n'est pas encore désaffectée. Voilà. Bon. Fessenheim, oui. Voilà. Mais j'avais l'impression que c'était plus une boutade ou c'était le 1er avril. Non, mais apparemment c'est tout à fait certain. Voilà. Donc toujours est-il que moi je pense surtout à des copains comme Stéphane, si tu nous regardes, qui ont réservé leur Tesla. Je leur souhaite bien du plaisir parce que si ça tombe, ils ne l'auront pas avant fin 2019. Voilà. Et comme on le disait juste avant de commencer ce numéro, d'ici là, il y aura probablement pléthore de modèles similaires. Et des évolutions. Constructeurs. Et d'autres évolutions. J'ai vu passer une boutade justement sur le sujet que mon copain Stéphane a ouvert sur Facebook après l'achat de sa Tesla Model 3 en disant, ben voilà, le temps que tu la reçoives, il y aura déjà 2 facelifts. C'est très probable. Donc voilà, c'est un marché qui bouge très vite, très 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 vite, et espérons quand même que Tesla ne sera pas victime de son succès dans le sens négatif du terme. Comme tu l'as dit, Marc, au début, au pire des cas, tu auras perdu 1 000 €, ou comme disait Xavier, tu auras toujours quelqu'un qui sera prêt pour la reprendre peut-être. Maintenant, la grosse question qui se pose par rapport à la Model 3, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont fuité, on le sait, Elon Musk a clairement déclaré que la suite des informations arriverait peu avant la commercialisation. Là, on a du temps, à mon avis. C'est que, premièrement, on ne sait toujours pas si la Model 3 sera activée pour le réseau de superchargeurs, qui, je le rappelle, permet de bénéficier de recharge gratuite à vie. Si vous devez commencer à payer, c'est moins intéressant. Elle sera compatible, en tout cas. Elle sera compatible, mais je ne sais pas dit qu'elle sera activée pour. Normalement, les bornes de superchargeurs sont censées pouvoir reconnaître les bagnoles sur lesquelles elles vont utiliser leur charge. Et la deuxième chose, c'est que l'autonomie, encore aujourd'hui, même si elle est probablement sujette à augmenter, elle est quand même relativement basse par rapport à ce qu'on fait sur une Model S. 346 km, pour rappel. 215 miles. D'autonomie en fonction, ça dépend un petit peu de la manière dont on conduit aussi. Elon Musk a annoncé que c'était le minimum et qu'ils espéraient l'augmenter. Voilà. Aujourd'hui, quand même, en théorique, rappelons que la Model S, le modèle 90, la P90 peut quand même monter à 550 km d'autonomie. Donc là, il y a quand même des différences. Par contre, je ne sais pas si c'était une boutade, enfin je pense que oui, mais quelqu'un qui proposait Elon Musk au prix Nobel d'économie, parce qu'il est quand même arrivé à faire une capitalisation de plus de 300 millions de dollars,
uniquement sur des commandes sur lesquelles il ne devra payer aucun intérêt. Et donc, c'est de l'argent frais qui rentre dans ces caisses juste sur une promesse. Sur une promesse, exactement, et ça lui et justement, toujours au niveau promesse, il a pu annoncer à ses investisseurs un chiffre d'affaires potentiel de 14 milliards de dollars. Oui. Pas mal. C'est pas mal, effectivement. Donc, comme on a l'habitude de le dire, mais là, c'est vrai plus que jamais, affaire à suivre, évidemment. Et donc, normalement, les technos existeront encore. Pas normalement, les technos existeront encore. Oui, il y a des chances, mais peut-être sous une autre forme. En réalité virtuelle. Par exemple. Affaire à suivre, donc. Mais c'est clair que moi, je connais aussi quelqu'un qui l'a commandé dans la soirée. C'est un peu la même démarche que de faire la file devant le magasin Apple. Vous voyez, sauf que tu payes pour faire la file. En plus, tu payes pour faire la file. C'est ça qui est génial. Enfin, c'est ça qui est monstrueux, en fait, quelque part. Soit, Tesla Model 3, il faudra voir ce qu'il y aura sur le marché. Comme tu l'as dit, on sait déjà que BMW a des projets. Enfin, ils ont des choses, hein, mais ils ont aussi des véhicules. Je pense que Renault a aussi des trucs dans ses cartons à proposer. Il y a actuellement un vrai mouvement. Il y a actuellement une dizaine de marques qui proposent des véhicules électriques, 100% électriques, mais dont le maximum en niveau d'autonomie tourne aux alentours des 150 kilomètres. Oui, et puis dans des gammes de prix qui sont proches du haut de gamme, quoi. C'est même pas du milieu de gamme. On reste quand même sur du 35-40 000 euros. Ouais, donc on reste dans ce que Tesla fait avec la Model 3. On n'est pas dans l'entrée de gamme ou de la voiture, c'est pas des Dacia, quoi, je veux dire, soyons clairs. Donc, mais là aussi, ça va sans doute progressivement évoluer. On voit aussi que les fabricants de voitures, c'est le cas de Mercedes-Benz, entre autres, mais également Tesla, proposent des batteries dans d'autres conditions, d'autres conditionnements pour d'autres usages, comme l'usage domestique, par exemple. Tesla avait annoncé, comment ça s'appelle encore, le Powerwall. Mercedes a également. Pourquoi faire diminuer les coûts de production, évidemment, de ces batteries. Plus il y aura de batteries à vendre, plus rapidement le prix diminuera. C'est un petit peu le pari que tout le monde fait à ce niveau à l'heure actuelle. Donc vraiment, là, on va garder un œil assez aiguisé sur cette technologie-là. On passe à la lettre V. Ah tiens, on parlait de réalité virtuelle, Marc, on reparle d'Oculus Rift, qui est vraiment un aspirateur à données pour Facebook. Et là, on comprend un petit peu plus l'intérêt qu'a Facebook par rapport à la réalité virtuelle. Ouais, c'est toute petite news, newsinette, on va dire. Ouais. Quand on lit le contrat d'utilisation du casque d'Oculus Rift, il y a quand même quelques trucs qui sont un peu intrigants, voire même limite effrayants. Et donc, il y a un de nos confrères, le site Gizmodo, pour pas le nommer, qui a scanné le contrat en détail et qui explique notamment que le contrat renferme quelques clauses qui sont limite abusives. Donc, par exemple, les clauses, le truc le plus qui fâche d'entrée de jeu, font que s'il y a un problème, il n'y aura pas de procès. Pas possible. Parce que systématiquement, les clauses et les conditions excluent le recours au procès pour passer par un arbitrage. Et en fait, Oculus peut s'arroger le droit unilatéral de mettre fin à votre utilisation du casque pour quelque raison que ce soit. Ça va de ce que vous avez regardé, vous auriez pas dû regarder, le sens dans lequel vous l'avez mis, l'âge du capitaine, le sens du vent et la couleur de la pomme que vous avez mangée hier. Ça peut être tout ça. Vous cédez évidemment l'entièreté de votre droit sur les données qui sont générées par l'utilisation du Rift. Vous cédez tous vos droits sur les contenus que vous pouvez générer de manière gratuite et permanente à partir du Rift. Et, l'Oculus Rift, donc l'entreprise Facebook pourra utiliser ces informations et ces données comme bon lui semble. Vous n'aurez absolument rien à dire, et même évidemment de les vendre à une tierce partie sans vous reverser le moindre cent. Oculus pourra récolter absolument toutes les informations qui leur vient à l'esprit de récolter et de les utiliser comme bon leur semble, évidemment. Donc, et tout ça dans le but de vous balancer de la pub et encore de la pub. Voilà. Ou de revendre éventuellement ces données à un tiers. Ou de les revendre comme ils l'entendent. Voilà, donc tout ça est très bien. On vit dans un monde... On n'est pas du tout en train de fabriquer un monde de merde. Non, je sais. Non. C'est un petit peu particulier quand même. Donc là, par contre, affaire à suivre, mais de loin, quoi. Et en se bouchant le nez, peut-être. On peut passer à la lettre W. Déjà ? Ben oui. Oui, mais c'est pas encore celui que tu espères. Ouais, c'est ça. C'est pas encore le W tant attendu et que la Terre entière nous envie. C'est le W comme WhatsApp.
WhatsApp. WhatsApp, alors tout le monde connaît WhatsApp, en tout cas les plus jeunes l'utilisent très régulièrement. Ça s'adresse à... Ah non, pas que les jeunes, c'est pas Snapchat. Ouais, c'est pas Snapchat, c'est WhatsApp. C'est WhatsApp. Là, c'est nos forces de l'ordre qui l'utilisent. Quand les systèmes officiels fonctionnent mal ou moins bien, en général, ils se rabattent sur WhatsApp et ils n'ont pas tout à fait tort. Mais ça va faire plaisir aux forces de l'ordre puisque WhatsApp a annoncé que maintenant, l'entièreté des communications, c'est-à-dire aussi bien les communications vocales qu'écrites, donc dans le chat, sont encryptées et donc on a une protection des données sur l'ensemble du trafic qui est généré par WhatsApp. Alors évidemment, les serveurs de WhatsApp pourraient encore se faire hacker, mais ça peut rassurer tous ceux qui étaient pour la cause Apple dans le procès qu'il a posé au FBI. Et alors la petite news en plus, c'est que WhatsApp donc base son encryption sur un projet open source. Donc il y a un groupement de développeurs complètement open source qui s'appelle Open Whisper Systems qui a développé le protocole, donc l'encryption en fait plutôt sur lequel se base WhatsApp, qui encrypte la voix et le chat. Le produit s'appelait Signal et un des principaux développeurs qui est belge en fait, c'est Frédéric Jacobs, qui a fait une annonce qui a fait un petit peu parler de lui sur Twitter puisque il a annoncé qu'il allait rejoindre l'équipe d'Apple et donc l'équipe en charge de la sécurité de l'OS en pleine période où la société était en procès avec le FBI. Donc ça a fait un petit buzz sur les réseaux. Voilà, encore un buzz. Régulièrement, tout ce dont on parle fait toujours un tout petit peu le buzz, hein, il faut le reconnaître. Marc avait une réaction peut-être, hein. Non ? Ouais. Non, désolé, je m'étais mis en mute parce que je faisais une petite recherche. Oui, c'est ça, il fait un podcast à côté. Allez, on va pouvoir... mais WhatsApp, moi, non. Non, mais ceci dit, il a complètement cette application a complètement son utilité. Hein. Moi, je l'utilise très très peu, mais j'ai des amis qui l'utilisent très régulièrement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu un concurrent de Skype, Viber, et tous ces logiciels de discussion instantanée. Ça remplace Hangout également. Ouais. Voilà. Pourquoi pas, hein, la lettre W. Cette fois la bonne. C'est la bonne. C'est la bonne. À toi, Marc. Ça va être un Marc. Il est dans les starting blocks et il faisait encore quelques petites recherches de dernière minute parce qu'il voulait se documenter bien à fond. Pour être certain de ne pas dire de bêtises, en l'occurrence. On est passé à côté parce que c'est vrai qu'on enregistrait ce jour-là le précédent numéro, le 74e. C'est le 1er avril. 1er avril, traditionnellement, tout le monde fait des poissons d'avril. Nous, on fait pas ça parce que c'est ringard. Soyons très très clairs. Mais de temps en temps... Surtout parce que, voilà. De temps en temps... il y en a un qui sort du lot. On peut dire ça comme ça. Il y en a plusieurs qui sont sortis du lot cette année-ci. Il y a notamment celui de Google qui s'est vautré complètement. D'accord. On va pas revenir. Il y en a eu plusieurs de Google d'ailleurs. Oui, celui de Gmail, il s'est vautré complètement. Ils ont dû le retirer devant la colère populaire. Enfin, c'était un truc assez lamentable. Il y en a eu l'autre, oui, avec les Google Cardboard Clearview, enfin je sais pas. Il y a aussi eu un vélo qui se pilote tout seul. C'est YouTube qu'il y en avait un qui était rigolo aussi, où il proposait de modifier nos propres vidéos pour en faire des vidéos de réalité virtuelle en 360, et chaque fois c'était Snoop Dogg qui regardait la vidéo, et donc quand on faisait un tour à 360 degrés, il était dans son canapé en train de bouffer des chips et regarder la vidéo. J'ai vu ça comme ça rapidement, hein. Peut-être que j'amplifie encore l'effet, mais c'était un peu ça l'idée, quoi. Ouais, mais de tout ça, il y a quand même un 1er avril qui est ressorti un peu du lot. Et alors, sans surprise, c'est Pornhub, encore eux. Ces gars ont vraiment un marketing du tonnerre, qui ont fait un truc complètement débile. Ils ont transformé Pornhub en Cornhub. Alors, il fallait vraiment y penser. Bon, on joue sur un jeu de mots typiquement américain. Oui. En changeant une lettre, on passe de cul à maïs. Oui. Et ils ont redesigné, ils ont rebrandé tout le site avec des vidéos de maïs. C'est vraiment, c'est passé du porn à du food porn. Vous voyez du maïs en train d'être cuit sur barbecue, à la poêle, avec du beurre, etc. Ouais. C'était vraiment magnifique. Et les vidéos sont commentées avec des titres. Voilà, on a un jeune maïs qui se fait exploser. C'est ça, oui. C'est pas idiot du tout. Et une fois de plus, il faut reconnaître, comme tu disais, bon, ils savent y faire au marketing, mais en plus de ça, c'est jamais graveleux, c'est jamais vulgaire. C'est ça qui, enfin, parce qu'avec un contenu de base, quand même, leur fond de commerce, on peut pas dire que ce soit très raffiné, mais par contre, leur communication, elle est plutôt bien choisie. Et comment t'es tombé là-dessus, Marc ?
Par hasard. En regardant les infos sur Facebook, mon cher. Ouais. Il a de bonnes sources. D'ailleurs, à propos de sources, je tiens à le signaler sur notre site lestechno.be. Vous retrouvez en regard de chaque titre de ce dont mes petits camarades viennent de vous parler, chaque fois un lien vers la source qui leur a mis la puce à l'oreille. Alors, on ne met pas tous les liens de tous les sites qu'on a visités pour vous parler de ce dont on vous parle, mais en tout cas, celui qui a mis la puce à l'oreille ou qui est le plus complet, si vous préférez, pour pouvoir aller vous aussi plus loin dans la démarche, d'aller un petit peu vous documenter, si vous avez le temps. Bien entendu, vous pouvez vous contenter de ce qu'on vous propose ici. En général, on est relativement exhaustif et on va au bout de l'idée en ce qui concerne les différentes petites annonces. Nous, on ne va pas aux conférences de presse, pas le temps. Par contre, on sait lire. Et ça, c'est bien. Voilà. Si vous avez du courrier à nous envoyer, n'hésitez pas. Vous connaissez les différents canaux, Facebook, YouTube, informaticien.be, Twitter. Tout ça, tous ces messages sont les bienvenus. On essaiera évidemment d'y répondre. Merci Xavier. Je ne sais pas si c'est toi qu'on retrouve la semaine prochaine ou c'est Sébastien qu'on retrouve la semaine prochaine. Voilà. Et puis de ce côté-ci, il y a Marc qu'on retrouvera prochainement aussi, la semaine prochaine sans doute. Voilà. Et donc, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Notre prochain hors-série, ce sera du logiciel libre, si tout va bien. Ce sera lundi. À très bientôt. Au revoir.